Je suis Jean-Marc Gilliot, je suis enseignant-chercheur à l'UMR Eco 6, INRA AgroParisTech de Grignon dans les Yvelines. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu ce que nous on a pu retirer au niveau des essais expérimentaux de l'utilisation des drones. Donc une petite introduction, un petit panorama général sur l'utilisation des drones en agriculture. Bon, c'est sans doute pas exhaustif, on pourra en discuter. Exemple de suivi, donc là je vais vous présenter deux exemples d'études que nous on a conduites dans notre unité sur le suivi des stocks de carbone dans les sols et sur le suivi du développement des cultures par des méthodes photogrammétriques 3D. Et puis un point sur un petit peu pour mettre en perspective les limites et l'intérêt de ces techniques d'acquisition. Bon, on l'a déjà un petit peu évoqué dans les sessions précédentes, il y a quelques points peut-être à souligner un peu plus par rapport à ces limites d'acquisition. Donc nous on a commencé l'utilisation des drones assez récemment, en 2011, voilà, avec Erinov, on a démarré un petit peu leur premier pas avec eux, et on a commencé à essayer d'appliquer l'acquisition de données par drone au suivi de parcelles agricoles. Donc on s'intéresse essentiellement, je le disais à l'instant, à la cartographie des propriétés de sol. Donc on essaye d'utiliser ça comme un outil d'acquisition de données pour la cartographie des sols et leur potentialité agricole, et puis des essais de suivi au champ, donc là où on va regarder le développement d'une culture. Donc on a commencé avec différents types de prototypes un peu plus bricolés, on va dire, et puis actuellement on utilise essentiellement le drone eBee, on a déjà vu tout à l'heure, qui est de la société suisse Sensefly et aussi Erinov. Donc en agriculture, on a un développement assez récent, mais assez rapide, on va dire, d'usage des drones en agriculture. À la base, une des données essentielles qui est acquise par drone, c'est de la donnée de télédétection, des données qu'on connaît depuis longtemps en agriculture, à partir des données satellites par exemple, pour suivre les rendements, prévoir les rendements à grande échelle, cartographier les cultures, et en particulier pour les techniques qu'on appelle d'agriculture de précision, où on essaye d'adapter les pratiques agricoles en fonction du potentiel de zones intraparcellaires. Donc là, c'est des choses qui sont utilisées à partir de programmes satellites, c'est le programme FarmStar, ou avec des capteurs embarqués sur tracteur. Le plus connu, c'est le N-Sensor. Et ça sert surtout à piloter la fertilisation d'engrais, la fertilisation azotée par exemple. Donc la mesure de base, c'est la mesure dite de réflectance. On va mesurer le rapport de l'énergie réfléchie sur l'énergie reçue dans différentes longueurs d'onde. Classiquement, on a déjà vu dans les présentations précédentes, essentiellement des acquisitions dans le domaine du visible, rouge, vert, bleu, ou dans le domaine de l'infrarouge, et plus spécifiquement du proche infrarouge, qui est beaucoup utilisé pour suivre la végétation. On a parlé aussi des caméras thermiques, qui permettent de mesurer la température de surface, et en particulier de suivre le stress hydrique. On a aussi des capteurs rayons gamma, qui sont de plus en plus utilisés, et des capteurs aussi dans le radar, qui permettent d'avoir des informations intéressantes sur l'humidité et la rugosité d'une parcelle agricole, par exemple. Donc deux éléments essentiels pour introduire un peu pourquoi utiliser les drones. Dans ces acquisitions, on va utiliser des capteurs, on vient de le voir, en gros des caméras qui peuvent acquérir des images dans différentes longueurs d'onde, qui vont être portées par ce qu'on appelle classiquement un vecteur, qui va être chargé de faire voler, ou éventuellement, on a vu tout à l'heure, ça peut être sur des vecteurs non aériens. Et donc le drone, ce que ça apporte, c'est effectivement le fait qu'on maîtrise le capteur. Pour l'instant, le capteur, il est soit au sol, ça peut être porté par un opérateur ou sur un tracteur. On parle souvent de proxy détection. Il peut être aéroporté sur un avion à quelques kilomètres. Il peut être sur un satellite à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres. Et le drone, lui, il est en dessous de 150 mètres. Et il va nous permettre d'acquérir de la donnée. Alors ce qui va permettre surtout, c'est d'acquérir de la donnée éventuellement plus précise, mais il va surtout nous permettre d'acquérir de la donnée au moment où on veut. Puisqu'en fait, le drone, c'est nous qui le pilotons. On n'a pas besoin de demander à un pilote d'avion d'aller faire un vol. On n'est pas soumis au passage des satellites qui sont à des moments bien précis, et il peut y avoir des nuages. Là, on maîtrise totalement, on l'a vu tout à l'heure sur des exemples urbains, mais c'est pareil pour l'agriculture, on va pouvoir aller faire le vol au moment le plus adéquat. Sur les drones, on a déjà vu des exemples dans les présentations avant. On distingue essentiellement les drones type aile volante, type avion si vous voulez, c'est le cas de l'eBee que je vous ai montré tout à l'heure, ou des drones type hélicoptère ou dites à voilure tournante, qui ont des caractéristiques un peu différentes, qui permettent de voler beaucoup plus bas et qui sont beaucoup plus stables, mais qui ont une autonomie plus faible et qui permettent de couvrir pour l'instant des surfaces un peu plus faibles. Bon, c'est beaucoup à modérer ça parce que ça évolue très très vite.
Les technologies évoluent dans tous les sens. Il y a des prototypes actuels qui combinent les deux. Il y a des drones à ailes volantes qui sont capables de décoller à la verticale et d'atterrir à la verticale. Donc ça évolue très très vite. Il y a des drones de tout un tas de catégories. On en reparlera un petit peu dans les perspectives. Alors les acteurs de l'agriculture qui utilisent ces drones, c'est des entreprises, des startups comme on dit souvent, qui ont lancé un peu déjà cette activité. Airinov, l'Avion Jaune, Redbird sont les principaux. Quelques agriculteurs se sont un peu mis sur l'utilisation de ce type d'appareil. Des coopératives, des conseillers agricoles dans des chambres. Je crois qu'il y a 6 ou 7 chambres, je crois, en France qui sont équipées avec des drones. Donc ça commence à se répandre. Les instituts de recherche, les organismes de recherche. Nous, à l'INRA, on a plusieurs sites équipés en France, 3 ou 4. L'IRSTEA s'est beaucoup investi, c'est parmi les précurseurs de l'utilisation des drones. Les instituts techniques, Arvalis aussi, est très actif avec l'INRA sur plusieurs projets de recherche. Les semenciers poursuivent leurs essais. Donc on a quand même un panel, certains bureaux d'études spécifiques, là je citais un bureau d'études de cartographie des sols, qui sont utilisateurs de technologies drone. Des exemples d'applications, essentiellement souvent l'application principale c'est le suivi de la biomasse des cultures, des grandes cultures. Donc ça peut être pour calculer des cartes de fertilisation dans le cadre de l'agriculture de précision. Donc c'est un peu un concurrent de ce qu'on a vu tout à l'heure, l'approche par FarmStar ou avec des capteurs comme le N-Sensor. Ça peut être aussi pour de la fertilisation, j'en dirai un mot dans un instant là, avec certains drones un peu particuliers comme le drone Yamaha. La gestion pour le recyclage de déchets organiques, ça c'est une spécificité qu'on a au labo à Grignon. On travaille sur le recyclage des produits résiduaires organiques comme engrais agricoles. Et donc on fait des suivis cartographiques par télédétection et par drone pour voir le stock de carbone des parcelles agricoles. Donc on utilise le drone dans ce cadre de ces projets-là. La variabilité du développement de la culture à l'échelle intraparcellaire, ce qu'on appelle le phénotypage à haut débit. Donc là il y a un gros projet INRA Arvalis qui s'appelle Phénome, qui a été lancé depuis quelque temps là-dessus et qui a développé son propre capteur et son propre drone pour équiper les centres INRA et Arvalis pour ces suivis. C'est notre collègue Frédéric Barré d'Avignon qui développe cette approche. Le suivi des maladies, flavescence dorée dans la vigne par exemple, la détection de mauvaises herbes, il y a des travaux qui sont en cours, il y a une thèse à l'INRA de Dijon par exemple. Je crois que la PCA a lancé aussi un peu des projets là-dessus. Les dégâts faits aux cultures, ici on a, là c'est un dégât un peu particulier parce que c'est un avion qui s'est écrasé juste sur les parcelles du centre INRA de Versailles. Voilà, des choses un petit peu spécifiques. Le thermique, on l'a vu tout à l'heure pour le suivi du stress hydrique. Voilà, des choses un petit peu déjà qui couvrent une bonne partie de ce qui est fait. Alors pourquoi faire par rapport à l'eau, qui est la thématique qui vous intéresse là aujourd'hui dans le salon? L'idée quand même un peu qui est derrière ces pratiques, c'est le contrôle des intrants agricoles qu'on met dans le milieu, de manière à, si possible, optimiser spatialement ces intrants, ces engrais et ces phytosanitaires, de manière à globalement réduire la quantité d'intrants qu'on apporte au milieu pour éviter de contaminer effectivement la nappe phréatique. Donc là, il y a 2 niveaux auxquels classiquement on peut s'intéresser. À l'échelle du sol nu, on peut essayer de caractériser le potentiel agricole du sol, de manière à optimiser l'apport de fertilisants en fonction de ce potentiel. Et puis sur la culture en cours de développement, on peut essayer de compenser ou d'apporter les engrais nécessaires en fonction du développement, on va dire en temps réel de la culture. Ça c'est l'approche plus classique de l'agriculture de précision. Et là on peut effectivement utiliser des acquisitions drones pour ce genre d'approche. Donc au niveau des drones aussi, on peut distinguer 2 grandes catégories. On a essentiellement vu aujourd'hui, là pour l'instant, des drones que j'ai appelés ici observateurs, c'est-à-dire qui font de l'acquisition de données. On a vu tout à l'heure avec la solution très intéressante aussi du drone bateau qu'on pouvait aussi aller prélever des échantillons. Donc là on pourrait appeler ce genre de drone des drones acteurs, c'est-à-dire qu'ils vont aller physiquement interagir sur le milieu. Et en agriculture, il y a effectivement quelques drones acteurs qui se développent pour certains un peu plus récemment. Alors le plus ancien, donc le drone acteur là que je vous présente, c'est un drone Yamaha qui est utilisé au Japon depuis très longtemps pour fertiliser les rizières. Donc ça c'est un drone qui est en cours d'homologation en France.
Je crois que la société Redbird a demandé l'homologation pour l'utiliser. Donc là, c'est pas juste pour faire de l'observation, c'est effectivement pour apporter des quantités d'engrais différentes. Un autre exemple plus récent, c'est pour le traitement de la pyrale du maïs. Là, c'est les Suisses qui ont développé la technologie. On utilise des œufs de trichogramme pour aller attaquer la pyrale du maïs. Donc ils sont disposés dans des petites sphères d'amidon qui sont larguées depuis une altitude de quelques dizaines, quelques centaines de mètres, depuis un drone pour justement aller traiter le champ. Donc ça, c'est voilà, il y a un nombre d'exemples plus limités sur ce que j'ai appelé les drones acteurs. L'essentiel, c'est quand même des drones pour l'instant qui vont faire du monitoring, c'est-à-dire qui vont acquérir de l'information. Donc voilà un premier exemple d'acquisition de données pour le monitoring sur les sols. Donc là, c'est des programmes de recherche qu'on conduit dans notre équipe sur le suivi du stock de carbone dans les sols agricoles. Donc je vais passer rapidement, mais l'importance de suivre le carbone agricole, c'est un élément important de la fertilité des sols, et c'est aussi un élément qui peut être considéré pour le stockage du carbone, dans le cadre des émissions de CO2, des gaz à effet de serre. Ce n'est pas le moyen principal de stocker du carbone, mais ça peut être un moyen annexe intéressant pour aussi stocker du carbone. Donc le carbone, on peut le suivre par des mesures radiométriques de télédétection, parce qu'il y a un comportement spectral assez classique. Un échantillon riche en carbone, il va apparaître tout de suite sombre par rapport à un échantillon pauvre. Et cette clarté de l'échantillon, on la détecte assez facilement sur des images radiométriques. Donc on a développé depuis quelques années des travaux de cartographie du carbone à partir de télédétection satellite, donc dans différents programmes de recherche, ADEME, ministère de l'écologie et de l'agriculture. On le développe aussi dans un programme qui s'appelle le programme Sentinelle, sur les nouveaux satellites du programme européen Copernicus, les satellites Sentinelle. Et depuis quelques années, donc on a testé le potentiel de l'imagerie drone sur ce type d'approche. Donc l'idée, c'est en gros de cartographier à l'échelle intraparcellaire les zones plus ou moins riches en carbone pour pouvoir raisonner éventuellement une fertilisation par des pros, par exemple, puisque c'est un peu notre sujet de travail. Donc là, on travaille sur une zone à l'ouest de Versailles, ça s'appelle la plaine de Versailles. Donc là, c'est un travail qui avait été mené sur une parcelle de cette zone-là, une parcelle de plateau, qui fait à peu près 13 hectares. Donc on a utilisé, là c'est un prototype un peu plus ancien que celui que vous avez vu au départ, mais c'est à peu près les mêmes caractéristiques. C'est une aile volante de moins de 2 kg, ça rentre dans une catégorie de la législation, et avec un capteur en particulier multispectral, qui permet d'acquérir des données, on l'a vu tout à l'heure, dans 4 bandes spectrales, le vert, le rouge, le red edge, là, qui peut être intéressant pour suivre en particulier la chlorophylle, et le proche infrarouge qui est utilisé pour calculer en particulier des indices de végétation. Donc pour le carbone organique des sols, la réflectance des sols, elle est influencée malheureusement aussi par d'autres facteurs, le teneur en calcaire par exemple, la teneur en fer, et des facteurs extérieurs aussi qu'on appelle les facteurs extrinsèques, comme l'humidité du sol ou la rugosité des sols. Donc ça veut dire que c'est plus compliqué qu'il peut y paraître dans un premier temps. Il faut essayer d'intégrer ces différentes informations pour pouvoir prédire la teneur en carbone. Donc là, sur l'essai qu'on a fait, il y a eu une vingtaine de placettes de terrain qui ont été suivies, sur lesquelles on a eu des positionnements GPS, des prélèvements de sol, des analyses de laboratoire, des mesures spectrales fines sur le terrain, de manière à pouvoir un petit peu corréler les images drone avec ces mesures de terrain. Là, on a utilisé des méthodes de photogrammétrie aussi, mais pas à l'échelle du drone, mais au niveau du terrain, pour reconstituer la rugosité à l'échelle de la placette et pour pouvoir quantifier la rugosité en chaque endroit de la parcelle. Bon, je passe le détail. En gros, on va essayer de corréler avec une régression multiple la teneur en carbone avec tous ces facteurs pour pouvoir prédire à partir des informations qui sont dans les pixels de l'image drone, pouvoir prédire la teneur en carbone. Alors une spécificité qu'on a un petit peu vue dans les présentations avant, c'est que dans l'imagerie drone, pour couvrir une certaine surface, on va avoir des centaines, voire des milliers d'images. Et donc ça, c'est une difficulté en soi, c'est-à-dire que l'acquisition peut s'étaler sur un quart d'heure, une demi-heure. Donc toutes les zones de la parcelle ne sont pas synchrones, ne sont pas acquises de manière synchrone. Ça, on le verra un petit peu après, ça peut poser des difficultés aussi au niveau des traitements. Les logiciels qu'on a utilisés, pour la partie traitement des images drones, c'est le logiciel qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est Photoscan, Agisoft Photoscan. Et puis il y a eu des développements de fait pour traiter ces données-là.
Donc voilà, là il y a à peu près 1 millier d'images qui ont été faites pour couvrir l'ensemble de la parcelle. Toutes les zones bleutées, ça correspond au sol nu, hein, puisque là on est dans des images en fausse couleur qui intègrent l'infrarouge. Tout ce qui est rougeâtre, c'est des zones en culture. Donc là, nous, on s'intéresse au sol nu. Donc 1 millier d'images, une résolution d'environ 15 cm. Et puis après, on essaye de corréler le carbone. Alors cela, je vais peut-être la sauter. Voilà, on essaie de corréler le carbone mesuré au laboratoire par la méthode classique avec la prédiction par le modèle. Donc on arrive à sortir des régressions acceptables, qui sont utilisables à cette échelle-là. Et on a des erreurs de prédiction qui sont relativement bonnes par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude, parce que là, on est à l'échelle d'une parcelle. Et on a beaucoup de données de calage sur la parcelle. Voilà, donc l'objectif final, c'est de produire une carte comme celle qu'on a à droite, c'est-à-dire une carte avec des teneurs en carbone à partir de l'imagerie drone. Et on peut la comparer à la carte de gauche, qui est la carte qui est calculée à partir uniquement des points de mesure, des prélèvements de sol qui ont été réalisés. Alors évidemment, on voit le gain en termes de précision spatiale de la prédiction, et on voit aussi le potentiel, puisque la carte de gauche, elle a été possible qu'avec un minimum de plusieurs dizaines de points pour arriver à réaliser cette carte. Donc l'objectif, c'est d'utiliser toute l'information des pixels de l'image pour utiliser le moins de données de terrain possible. Deuxième exemple, donc sur l'utilisation agricole. Là, ce n'est pas en utilisant des capteurs radiométriques, mais c'est en utilisant uniquement des photos classiques dans une approche 3D, de photogrammétrie 3D. Donc on a essayé de prédire la hauteur d'une culture de maïs à partir d'une reconstitution 3D. On a vu tout à l'heure une reconstitution 3D dans un milieu urbain. Là, c'est une reconstitution 3D d'une parcelle de maïs. Donc là, c'est un essai qu'on a toujours dans la plaine de Versailles avec Veolia, qui est un essai de suivi sur les apports de produits résiduaires organiques, de matières organiques au champ. Donc il y a différentes placettes où on a des engrais chimiques, des engrais organiques, différentes natures, du compost, du fumier, des bouts d'épandage, différents types de fumier qui sont testés. C'est un essai qu'on conduit avec Veolia depuis 1998. Donc là, le drone qui a été utilisé, c'est le IBI qu'on a déjà vu tout à l'heure, donc je passe rapidement. L'acquisition, de la même façon, va nous donner plusieurs centaines de photos pour couvrir cette parcelle. Alors là, ça, c'est une toute petite parcelle, elle doit faire 6 hectares. On réalise donc par l'approche photogrammétrique une image globale qu'on appelle l'orthophoto ou la mosaïque de la parcelle entière. Donc l'approche photogrammétrique, elle repose essentiellement sur l'identification de points caractéristiques. Ici, vous voyez un véhicule, par exemple, mais ça peut être une zone de sol ou une culture, qui est repérée simultanément dans des images successives qui se recouvrent très fortement, à plus de 60%. Et le logiciel est capable, ensuite, par triangulation, de déterminer la position des appareils photo et de calculer la position X, Y, Z de chaque point. Donc de cette manière-là, on peut reconstituer le modèle de droite, qui est un modèle en 3 dimensions. Donc là, nous, c'est ce qu'on a réalisé à partir de ces prises de vue. Donc la sortie du traitement, alors il y a un certain nombre de points de terrain qui sont calés au GPS de cible, qui servent à caler très précisément le modèle. Et on obtient donc ce qu'on appelle un modèle de surface, c'est-à-dire l'altitude à chaque niveau de la parcelle. Alors l'altitude, c'est une chose, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est la hauteur du maïs, c'est-à-dire que pour avoir la hauteur du maïs, il faut tenir compte de la topographie. Donc en fait, on a fait 2 vols, un au mois d'avril sur sol nu, un au mois d'août sur culture, et par différence des deux, on arrive à soustraire l'effet de la topographie et donc à avoir uniquement la hauteur du maïs. Donc ensuite, on a pris une quarantaine de points de calage dans la parcelle sur laquelle on a été mesurer la hauteur des épis de maïs, qu'on a positionné avec un DGPS centimétrique, et on a pu réaliser après la relation entre la hauteur prédite par le modèle drone et la hauteur mesurée. De la même façon, on a réalisé 200 placettes de prélèvement dans la parcelle pour estimer le rendement. Donc au moment de la récolte, il y a un prélèvement qui est fait manuellement tous les ans, c'est dans le suivi du site. Et on a donc pu comparer les rendements prédits par le drone et les rendements prédits par les rendements mesurés directement sur les prélèvements au champ. Donc là, je vous montre simplement la mosaïque finale sur sol nu. La mosaïque avec la culture de maïs. On voit la résolution, là on est de l'ordre de quelques centimètres, on n'est pas loin du centimètre. Donc voilà le modèle de surface avec les petites croix, ça représente les points de prélèvement, les points de mesure de la hauteur du maïs. Et là vous voyez la relation entre la hauteur mesurée
au terrain et la hauteur prédite par le modèle. Hein. Donc là, on a une très bonne corrélation entre les deux, hein, qui montre l'intérêt de pouvoir utiliser ce type d'outil pour prédire le développement de la culture. Et ça, c'est la corrélation qui est un tout petit peu moins bonne, mais qui est encore très bonne, avec le rendement final de la culture de maïs par rapport au rendement mesuré au champ. Donc l'intérêt, on l'a entendu déjà dans les présentations d'avant, l'intérêt de ces approches-là, c'est d'avoir des approches où on a une mesure exhaustive. C'est-à-dire on n'a pas simplement des mesures sur des placettes très limitées ou en des points très limités. Là, c'est ce qu'on voit sur l'illustration qui est là. Hein. On voit les petits rectangles, là, c'est des placettes de prélèvement manuel qui servent d'habitude à estimer le rendement de la grande parcelle d'essai, là, qui est le rectangle qui est autour. Alors en bas, on voit l'estimation faite en prenant en compte l'ensemble de la zone mesurée par le drone. On trouve un rendement de à peu près 60 quintaux par hectare. Et en haut, en estimant le rendement uniquement à partir des petits rectangles blancs qui sont les prélèvements manuels, on voit qu'on a un rendement estimé de 76 hectares. Donc on voit que le fait de disposer d'une mesure exhaustive, elle va nous permettre d'avoir une estimation beaucoup plus fiable de nos mesures au champ. Donc voilà ces deux exemples. Donc pour terminer, quelques points pour souligner l'intérêt et les limites de l'utilisation du drone pour ces suivis expérimentaux au champ. Le drone, il est intéressant parce qu'il va nous donner, c'est ce que j'évoquais à l'instant, une donnée exhaustive, hein, une donnée continue. Donc on l'a vu tout à l'heure avec plein d'autres exemples, hein, ça a été évoqué, le fait de pouvoir densifier les informations, d'en avoir beaucoup, et de les pouvoir couvrir spatialement toute la zone. Donc on a une meilleure prise en compte de la variabilité spatiale. Le drone, il est intéressant au champ parce qu'il va nous donner une haute résolution et la possibilité d'intégrer des capteurs multispectraux, lidar, hyperspectrales, qui vont nous permettre de tester certaines longueurs d'onde, de tester certaines mesures qui sont beaucoup plus difficiles à tester dans des capteurs avec des engins existants, parce que dans les satellites, ça c'est le CNES ou la NASA qui a choisi de mettre tel ou tel capteur, nous on n'a pas le choix. Et dans des vols avions, on pourrait le faire, mais ça coûte beaucoup plus cher. Le drone, il est intéressant, surtout pour nous. Je trouve qu'un des arguments principaux, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'on peut choisir le moment de la prise de vue. Si on veut être une semaine après le semis, si on veut être le jour à peu près qui correspond à la levée, si on veut être le lendemain du labour, on peut avoir la capacité de le faire avec un drone. C'est quasiment pas possible avec des vols par avion ou des vols par satellite. C'est très difficile d'avoir de la donnée parfaitement synchrone. Hein, là, cette synchronicité, elle est possible puisqu'on maîtrise le vecteur, on maîtrise le drone. Et on peut aussi donc répéter dans le temps les mesures, faire un suivi très fin dans le temps du développement d'une culture, par exemple. Le drone, il est un peu moins sensible aux conditions météo, en particulier à la couverture nuageuse, puisqu'il vole assez bas. Mais il a aussi des contraintes, on l'a déjà évoqué, par rapport au vent. Hein. On a aussi des drones qui peuvent être intéressants parce qu'ils permettent d'intégrer tout un tas de capteurs. Hein. Certains modèles, par exemple ce type-là, on a une nacelle en dessous et on peut mettre, voire jusqu'à plusieurs kilos, voire 10-15 kilos d'équipement embarqué. Donc pour tester des nouveaux capteurs, c'est assez intéressant. Le coût des vols en eux-mêmes, une fois qu'on a amorti le matériel ou qu'on a investi dans le matériel et qu'on a les gens formés, il est relativement faible. Hein. On a un coût relativement faible. On a vu quelques limites, on l'a déjà évoqué, je ne reviens pas dessus, sur la réglementation. Hein. Il y a des zones où c'est difficile effectivement de voler. Hein. Plus on est proche de zones urbaines, plus on est proche d'aéroclubs, d'aéroports. Bon là on a des limites. Hein. Mais en zone agricole, c'est quand même l'espace qui est le plus ouvert pour faire ce genre de vol. L'espace qui est couvert par un vol drone, pour les modèles qui sont actuellement les plus utilisés, il est relativement restreint. Il est bien adapté en tout cas pour nous, pour travailler à l'échelle de la parcelle ou de quelques parcelles. Après, si on veut couvrir des territoires beaucoup plus vastes, évidemment, il faut jouer la complémentarité avec l'image satellite, où là, on peut couvrir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres. Hein. Avec les nouveaux satellites Sentinelle, par exemple, on a une fauchée de 300 km, c'est-à-dire qu'on peut voir d'un coup une largeur de 300 km. Donc ça, c'est assez complémentaire. Il y a un certain nombre de limites qui sont dues à l'acquisition des données. Hein, surtout sur les ailes volantes, on a des instabilités en fonction du vent. On peut avoir des images floues, par exemple, qui sont plus difficiles à traiter. Ça peut nécessiter, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure, d'avoir une station de calcul quand même relativement puissante, puisque les temps de calcul photogrammétriques sont assez gourmands, mais on a des équipements de plus en plus faciles, des cartes graphiques très puissantes, des CPU très puissants, qui permettent en quelques dizaines de minutes ou quelques heures de traiter des gros volumes de données. On a une limite qui est quand même pas toujours bien soulignée, mais qui est quand même importante.
Je l'évoquais tout à l'heure, le fait qu'on n'a pas une seule acquisition synchrone sur l'ensemble de la parcelle, mais on a une série d'images qui peuvent s'étaler sur un quart d'heure, une demi-heure. Et il peut y avoir des variations de luminosité pendant l'acquisition qui fait qu'on a des décalages de luminosité entre les différentes images de la parcelle. Donc ça, c'est un problème pour les traitements. Bon, certains constructeurs, là, comme Erinov, ont intégré un capteur d'éclairement à la caméra. Ce n'est pas encore la solution parfaite, mais c'est des choses qui restent à développer pour améliorer le traitement. Un certain nombre de caméras, moi j'ai fait le constat avec pas mal de collègues de différentes marques, qui sont des caméras multispectrales et sont en fait constituées, vous voyez, de différents objectifs. Ici, il y a 4 objectifs, un par un par longueur d'onde en fait. Ça veut dire que géométriquement, les images ne sont pas directement exactement sur la même zone, elles sont un petit peu décalées. Et on s'est aperçu que ça a l'air assez simple, mais dans beaucoup de ces capteurs, les logiciels qui sont fournis par les constructeurs ne traitent pas ce problème-là tout à fait parfaitement. Donc vous voyez à gauche par exemple, c'est l'image couleur recomposée avec les 4 bandes, avec le logiciel constructeur, et on voit qu'on a un flou, on a une irisation. Et à droite, ça c'est avec un logiciel que nous on a développé, on permet d'avoir un bien meilleur calage géométrique des données. Donc vous voyez, il y a encore des choses qui sont en développement par rapport à ces usages. Et donc en conclusion, simplement, je dirais que le développement des drones qu'on a évoqué, en tout cas pour l'agriculture, c'est quelque chose qui est peut-être dans un contexte plus large du développement de la robotique, en fait, qui se développe beaucoup. On a des robots au sol, par exemple, des robots bineurs, le robot hausse, par exemple, qu'on a beaucoup vu, des robots cueilleurs, les robots de traite. On a tous les systèmes maintenant autoguidés sur les tracteurs, c'est-à-dire que les tracteurs sont capables de se conduire eux-mêmes. On pourrait presque considérer que ce sont eux-mêmes des drones, si on considère le terme de drone au sens le plus large. Voilà, je vous remercie.